Christelle Lozère, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup. Avec plaisir, tu es commissaire d'exposition et tu viens nous présenter la dernière exposition visible à la Fondation Clément, intitulée « Peindre à la Martinique, une histoire de l'art décentré ». Jusqu'au 26 avril prochain, le public est invité à découvrir plus de 170 œuvres réalisées entre 1765 et 1943, toutes peintes ici, en Martinique, alors par des artistes locaux, mais pas seulement. Avant d'en découvrir quelques-unes ensemble, tu partages avec nous la célèbre devise de Jacques Coeur, à cœur vaillant, rien d'impossible. Pourquoi celle-ci en particulier ? C'est un peu ce que mon père m'a transmis, c'est-à-dire tu n'as rien sans rien et on a ce partage du travail pour réussir de belles choses. Je l'ai dit, 170 œuvres, dont 64 prêtées par le musée du Quai Branly Jacques Chirac, en grande partie des peintures, mais aussi des dessins, des photographies et quelques sculptures. L'enjeu de cette exposition, retracer les grandes périodes de l'histoire de l'art martiniquaise. Oui. C'est bien ça. Tout à fait. Et c'est surtout le fruit d'un travail de recherche de presque 14 ans en histoire de l'art à l'Université des Antilles, puisque je suis professeure des universités en histoire de l'art. Enseignante-chercheuse. On va justement voir tout à l'heure la couverture de ton livre, mais avant, donc, sur cette exposition, on a 3 grandes temporalités, tu me corriges si je me trompe, 3 grandes temporalités. On va d'abord découvrir le travail des premiers artistes voyageurs et insulaires dans un contexte esclavagiste. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces toiles-là ? Alors, donc, on est dans les prémices de la peinture au XVIIIe siècle, fin XVIIIe siècle, au moment où les élites coloniales sont suffisamment riches pour fréquenter des artistes, pratiquer les arts d'agrément et d'être commanditaires. Donc, on a à la fois des artistes voyageurs, mais aussi des artistes insulaires qui sont nés en Martinique. Et on est dans une période où on va idéaliser la condition esclavagiste par des scènes de genre galantes dans le goût de l'époque. Oui. Alors, sachant aussi que ce sont des œuvres qui témoignent aussi de la présence de certains de ces artistes voyageurs, parce que finalement, à cette époque, on a peu de documents sur qui est passé par la Martinique, combien de temps ils sont restés, donc ça devient aussi du coup un document finalement historique, attestant de leur présence. Nous avons ensuite la deuxième grande temporalité, le paysage romantique, cette fois-ci porté par les Anglais. Oui. Est-ce que tu peux nous Donc expliquer ? Ça, c'est l'école anglaise. Là, on voit par exemple Jenny Princey, c'est une peintre guadeloupéenne. Il y a une école de paysage à la Guadeloupe qui va faire qu'un certain nombre d'artistes viennent de la Guadeloupe et travailler à des commandes à Saint-Pierre. Donc ça, c'est l'influence anglaise qui se développe au moment des occupations. Et jusqu'aussi la démocratisation des arts avec la fondation d'écoles d'art, notamment une à Saint-Pierre. Est-ce qu'on a pu douter à un moment qu'il y ait eu justement une histoire de l'art en Martinique et aux Antilles de façon plus générale ? Est-ce que du coup c'est aussi la volonté de cette exposition ? Exactement. La volonté de cette exposition, c'est d'affirmer une discipline qui est l'histoire de l'art, mais aussi dire oui, il y a eu une histoire de l'art de la Martinique et surtout écrite depuis nos territoires, c'est-à-dire pas parler que des artistes voyageurs ou d'un point de vue parisien, mais vraiment de montrer la richesse de cette histoire de l'art. Est-ce qu'on remarque justement à travers ces toiles aussi une vraie différence entre celles qui ont été peintes lors de la période esclavagiste et justement celles qui ont été peintes après, notamment les dernières début XXe siècle ? Bien sûr, cette exposition montre le contexte de l'esclavagisme avec la violence des thématiques, mais aussi des phases de résistance, de contournement, et notamment à partir du portrait. On va se saisir, par exemple, la bourgeoisie de couleur va se saisir de la photographie, puis après du portrait dans ces lycées où on va représenter dignement les populations du pays. Alors on notera aussi la présence d'œuvres de Charles Laval, qui était le compagnon de voyage de Paul Gauguin. Il a été présent en Martinique à la même époque que Gauguin en 1887. Lui, d'ailleurs, est resté plus longtemps sur place au final. Sauf que contrairement au célèbre Gauguin, il a été un peu oublié. Pourquoi ? Alors, bon, effectivement, il est resté 1 an de plus et on n'a pas trouvé vraiment de lien ou d'échange avec les artistes insulaires. Bon, mais il est mort précocement après son séjour à la Martinique et certainement, ça n'a pas pu, il n'a pas eu la carrière de Gauguin. Certainement aussi parce que l'histoire de l'art n'a pas écrit sur lui comme Gauguin. Alors justement, on vient d'apercevoir 2 de ses œuvres à l'écran. Comment lui, on pourrait qualifier son style ? Qu'est-ce qu'il a peint particulièrement ? On sait que Gauguin, c'était beaucoup les paysages chatoyants. Laval, lui, qu'est-ce qu'il a peint ? On est plutôt sur des petites scènes de genre, mais en réalité, c'est intéressant de voir que ce soit Gauguin ou Charles Laval, ils sont dans les thématiques de Saint-Pierre.
C'est-à-dire qu'il s'inspire de ce qui se fait à Saint-Pierre, certainement pour répondre à un marché de l'art insulaire. On trouve ça très moderne, mais certains artistes de nos territoires faisaient déjà ce type de dessin avec des marchandes qui... Voilà, Saint-Pierre étant à l'époque vraiment le décor de prédilection. Voilà, c'était avant évidemment l'éruption de 1902, quand Saint-Pierre était encore aussi la capitale économique, politique et touristique. Alors, autre enjeu majeur évidemment de cette exposition, faire aussi connaître des artistes afrodescendants méconnus, puisqu'on l'a dit, il n'y a pas que les peintres nomades, à l'instar de Laval ou Gauguin, qui sont venus peindre en Martinique, mais on a aussi nos artistes en fait, que l'histoire de l'art a peut-être non pas oublié, mais en tout cas dont on a moins parlé. Invisibilisé, voilà, c'est exactement. C'est tout l'enjeu du travail que je mène en tant que chercheuse et pour l'exposition, c'était justement de travailler sur ces trajectoires, mais plus particulièrement mettre en lumière ce qui était invisible, c'est-à-dire les afrodescendants. Et donc, à chaque fois, il y a tout un travail de généalogie pour comprendre d'où ils viennent, et ça permet d'éclairer les œuvres. Et oui, il y a eu des artistes afrodescendants en Guadeloupe dès la fin du XVIIIe siècle, en Martinique un peu plus tardivement, mais ça a été un combat, puisqu'il y avait une sorte de ségrégation artistique en contexte esclavagiste, d'où, à la fin du XIXe siècle, en contexte post-esclavagiste, une volonté d'enseigner aux enfants afrodescendants les arts et de démocratiser et déracialiser les pratiques. Mais selon des écoles, pour le coup, très européennes? Alors non, ça se fait dans les lycées, en fait, les lycées laïques. On va avoir les premiers professeurs de dessin qui vont pouvoir enseigner aux petites classes, les primaires, les lycées. Pardon, je reformule, je veux dire, selon des courants artistiques très européens. Oui, c'est le modèle Beaux-Arts. C'est le modèle de l'époque. Donc effectivement, en cours d'imitation, on va faire un paysage, une nature morte, etc. Oui, je pense que l'enjeu à ce moment-là, c'est à la fois de répondre en disant qu'on est digne des beaux-arts, puisqu'on considérait que des artistes esclavisés n'étaient pas dignes des beaux-arts, mais en même temps, on va dire que la rébellion, elle se fait par le portrait, c'est-à-dire comment on va se réapproprier de l'image pour sortir des stéréotypes. C'est là qu'on va peindre, en fait. Voilà, et c'est là tout l'enjeu pour nos artistes et notre communauté d'artistes insulaires, c'est de se faire représenter dignement. Et qu'en est-il des femmes artistes aussi de cette époque? Elles aussi ont été les grandes oubliées pendant très longtemps. Oui, c'est vraiment mon petit... voilà, c'est très important. C'est vrai que quand j'ai commencé, je travaillais à peu près sur une 600 artistes, j'ai trouvé 100 femmes. Alors pas toutes, voilà, insulaires, mais c'était important. Et non seulement il y avait des femmes, mais elles étaient leaders. Voilà. Donc pour moi, cette mise en lumière, elle est très importante et j'ai fait plusieurs résidences de recherche dans cette dimension-là pour mettre en avant ces femmes qu'on a oubliées. Alors tu l'as dit, tu es enseignante chercheuse et professeure de l'histoire de l'art à l'Université des Antilles. 14 ans que tu travailles sur ce sujet. Il s'agit pour le coup de ta première exposition en tant que commissaire d'exposition, mais on n'imagine pas... Alors c'est la deuxième, parce qu'en même temps, je suis commissaire de Guillaume Le Thiers au MACT, en Guadeloupe, oui. En partenariat avec le musée du Louvre. Donc c'est la deuxième. Donc c'est la deuxième. Et on se doute bien qu'il y en aura d'autres. Oui. Donc 14 ans que tu travailles sur ce sujet. Pourquoi celui-ci en particulier? Qu'est-ce qui te séduit tant dans cette époque et justement dans ce précepte de peinture réalisé ici sur place, en tout cas aux Antilles? C'est mon cœur de spécialité. À l'université, on a tous nos périodes. C'est vrai que quand je suis arrivée en 2011, à l'époque j'étais jeune maître de conférence, j'avais fait ma thèse sur le 19e et c'était naturel que je travaille sur cette période-là. Et dans les lectures que je pouvais avoir, on me disait que l'art n'était le fait que d'artistes voyageurs ou qu'il n'y avait pas eu d'art. Et en mettant le nez dans les archives, on voit cette richesse. Donc c'était très important de montrer qu'il y avait vraiment de l'art. Je pense que pour les générations même d'aujourd'hui, c'est important de savoir qu'il y a cette histoire de l'art. Et je précise d'ailleurs que pour ceux qui voudraient aller plus loin sur le sujet, peut-être après avoir vu l'exposition, tu as écrit un ouvrage justement sur cette question. C'est ce qu'on appelle mon HDR et qui va servir, j'espère, de référence pour nos étudiants, de manuel. Et pour les prochaines expositions, ça permet d'être, on va dire, le premier pas autour de cette histoire de l'art dans ce contexte qui est peu connu. Mais le grand public peut se risquer à feuilleter quelques pages. Sûr. Et puis il y a le catalogue de l'exposition avec des œuvres. Donc oui, n'hésitez pas. Alors avant de nous quitter, tu as souhaité rendre hommage à l'artiste mexicaine Frida Kahlo. Tu m'as dit modèle de passion, modèle de résilience. Oui. Face à la maladie, face à la souffrance, elle trouve sa respiration dans l'art, l'histoire de l'art. Et ça me parle. Elle aussi, elle a été oubliée un peu avant d'être remise au goût du jour. Comme beaucoup de femmes, oui, il y a une association qui s'appelle le programme Aware qui
qui montre cette invisibilisation des femmes, et dont j'en fais partie pour la partie Caraïbes. Et oui, c'est un combat aussi de nous, historiennes de l'art, et historiens aussi, pour mettre en lumière ces femmes effacées, invisibilisées par l'histoire. En tout cas, justement, pour redécouvrir ces femmes peintres caribéennes et pas seulement, on rappelle que l'exposition Peindre à la Martinique, une histoire de l'art décentré, est donc à découvrir à la Fondation Clément jusqu'au 26 avril prochain. Un dernier mot peut-être pour convaincre les derniers qui auraient encore besoin d'être convaincus d'aller voir cette exposition. Je dirais découverte, trajectoire, artiste martiniquais. Surprise, je ne sais pas. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est un beau programme. En tout cas, merci beaucoup Christelle Lozère d'être venue sur ce plateau répondre à nos questions. Beaucoup. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir accompagnés. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.